Les conférences du Figaro étudiant. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents dans à cette nouvelle conférence du Figaro étudiant, lors du salon du Figaro étudiant. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste au Figaro étudiant, et puis on se retrouve cet après-midi une nouvelle fois. Peut-être qu'il y en a que j'ai déjà croisé sur la précédente conférence des études paramédicales, mais là on se retrouve pour parler des études médicales, les études de santé. Pour m'accompagner aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui est un sujet assez vaste, puisqu'avec la réforme, etc., j'imagine que vous avez plein de questions, et c'est tout à fait normal. Vous avez vu que je suis accompagnée de 3 personnes. Je suis accompagnée de Blandine Fauvarc, qui est étudiante en médecine et porte-parole de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Bonjour Blandine. À ma droite, Alain Belaïd, responsable des admissions de la prépa privée Antémed Epsilon. Bonjour à vous. Et puis enfin, Maxime Jacquiot, directeur adjoint de la prépa privée Excosup. Bonjour à vous aussi. Et merci d'être là surtout. Alors, je pense que ça vous a pas échappé. Il y a quelques années maintenant, en 2020, il y a eu la réforme des études de santé, qui était un gros chantier. Peut-être que vous connaissiez un petit peu l'ancien système avec la PACES, la première année commune aux études de santé, qui a donc évolué. Et aujourd'hui, maintenant, on a 2 voies d'accès différentes qui sont le PASS, le parcours d'accès spécifique santé, et la LAS, la licence avec accès santé, c'est ça? Licence accès santé. Voilà, donc ça, vous allez y revenir un petit peu parce que c'est très très compliqué de le comprendre. Moi déjà, j'aimerais savoir pourquoi en fait il y a eu ce besoin d'avoir une réforme, Blandine. Alors, le besoin de la réforme, en fait, il est venu parce que il y avait un peu tout ce qu'on savait autour de la fameuse PACES qui était très dure, et en fait beaucoup d'étudiants du coup qui tentaient d'accéder aux études de santé via la PACES et qui perdaient en fait un an parce que tous ceux qui n'étaient pas admis à la suite dans des études de santé en fait repartaient vraiment de zéro. Il n'y avait pas en fait c'était une année qui n'apportait pas de diplôme en soi, qui n'apportait rien, et donc en fait on se retrouvait avec un espèce de gâchis énorme parce que du coup beaucoup d'étudiants qui tentaient, qui apprenaient quand même beaucoup de choses en un an et qui sortaient sans rien. Et il y avait aussi cette envie de diversifier les profils, d'avoir des étudiants en médecine et dans les filières de santé de manière générale, qui avaient aussi peut-être d'autres intérêts que seulement les matières scientifiques, etc. Donc il y avait un objectif un peu de diversifier les profils, de changer le mode d'évaluation puisqu'on ajoute un oral, et surtout d'éviter en fait ce gâchis et d'avoir tous ces étudiants qui se retrouvaient avec rien à la fin de leur première année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu tous les deux justement des 2 parcours différents, enfin des 2 voies d'accès différentes, à la fois le PASS et à la fois la LAS? Maxime, peut-être, est-ce que vous pouvez commencer? Alors du coup, sur ces 2 voies différentes, vous avez le PASS qui est la voie, on va dire, classique, qui ressemblerait peut-être le plus à la PACES, mais qui a une grosse différence, c'est que vous avez une majeure, qui est une majeure santé, avec tous les cours histo-embryo, que vous connaissez, anatomie, etc. Et vous avez une mineure à choisir parmi un ensemble de mineurs disciplinaires qui peuvent aller du droit, de l'économie, des sciences sanitaires et sociales, de la santé publique, biologie, physique, chimie, sciences du langage ou des langues étrangères. Donc vraiment, vous avez 80% de vos cours dans cette majeure-là, qui correspond au concours pour la plupart des facs, et la mineure santé, qui correspond à peu près à 20%, hein, c'est une caricature et une moyenne, de vos cours, qu'il faut valider dans certaines facs au moins à 10, et dans d'autres, ça se compense avec la majeure. Et vous avez des LAS particulières qui sont en fait 80% de majeures disciplinaires, 80% de droit à la fac de droit, 80% d'économie à la fac d'économie, et une mineure santé qui correspond aux matières de la majeure du PASS. Donc en fait c'est l'inverse du PASS dans ça. Et vous avez des LAS spécifiques qui s'appellent les LAS Sciences pour la santé, option santé, qui sont là des LAS où vous avez une majeure santé et une mineure santé qui existent en Ile-de-France à Bobigny et à Créteil, et au niveau national qui existe dans plein d'autres facultés. Oui, il y a quoi par exemple comme LAS qui existe? Comme LAS, si on prend sur toutes les facs de France, en fait, il y a une énorme diversité de possibilités. Il y a des LAS langues étrangères, et ça peut être des langues étrangères plus ou moins communes. On a du droit. Il y a vraiment, en fonction des facultés, on peut vraiment trouver presque toutes les matières, en fait. Alain, comment on fait pour choisir justement entre le PASS et la LAS?
Alors, il y a plusieurs critères. En premier critère, c'est déjà de savoir si on va être accepté par les universités en PASS ou en LAS, parce que maintenant, il y a une sélection à l'université. Donc, on ne choisit pas toujours si on va en PASS ou en LAS. Pour certains profils, la LAS est plus intéressante parce que, on va dire que pour la PASS, le profil scientifique est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant. Par contre, pour les LAS, c'est vrai que quand on n'a pas au départ une formation scientifique, on peut quand même rejoindre les études de médecine en passant par une LAS. Si on est intéressé par l'histoire, par exemple, on peut le passer par une LAS d'histoire, pourquoi pas. Et puis, il y a aussi certains étudiants qui hésitent encore, qui savent pas vraiment s'ils veulent faire de la psycho ou passer ou faire des études de médecine. Et ben, ça leur permet aussi d'avoir un espèce de temps de latence qui leur permet de choisir à la fin s'ils vont vraiment se diriger vers quelque chose, continuer dans leur licence. Et il y en a qui continuent dans leur licence d'ailleurs, hein, qui ne continuent pas la PASS, ou qui vont basculer vers une deuxième année de médecine, de pharmacie, de dentaire ou autre. Ok. Vous, est-ce que vous avez aussi des conseils peut-être à donner sur comment on choisit le parcours PASS ou LAS? Est-ce que aussi sur Parcoursup, il faut un petit peu varier, mettre un peu des deux? Oui, je pense que sur Parcoursup, dans tous les cas, il vaut mieux être prudent et mettre un peu de tout. Moi personnellement, je m'étais tournée vers la PASS, enfin vers le PASS, mais parce que j'avais un profil à qui ça correspondait bien. Je pense qu'il faut vraiment faire en fonction de ce qu'on aime faire, de ses compétences aussi. Et si on a justement cette appétence un peu littéraire, par exemple, choisir la LAS, ça peut aussi être une manière d'éviter de passer par vraiment cette année pure de passe, de un peu bourrage de crâne, etc., qui peut être très dur aussi mentalement. Et donc en fait, avoir la LAS et le système de LAS où on peut avoir d'autres matières à étudier aussi. Il y a certains étudiants pour qui, enfin, que ça aide énormément psychologiquement en tout cas. Donc je pense que c'est aussi des choses à prendre en compte un petit peu aussi comment on a envie de passer son année, comment on a envie d'entrer dans les études de santé. Est-ce qu'un étudiant qui est en LAS a moins de chances d'intégrer ensuite les études de médecine, Maxime? Alors, depuis le début de la réforme, oui, les statistiques le montrent très bien de base là. C'est par contre en train de changer concrètement, où dans la plupart des facultés, 50% des places sont dédiées au PASS et 50% des places sont dédiées au LAS. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les 50% de places PASS, c'est sur une année, et les 50% de places LAS, c'est sur 3 années. LAS 1, LAS 2, LAS 3. Ce qui veut dire que quand vous choisissez une LAS aujourd'hui en Ile-de-France, vous avez en moyenne 2 ans à faire avant de passer en médecine, etc. C'est très souvent par une LAS 2 ou une LAS 3 en fonction du moment où l'élève a décidé de passer le concours. Et je le répète là aussi, ou je le rappelle, vous avez 2 chances au concours. Vous pouvez tenter en LAS 1, vous pouvez tenter en LAS 2, en LAS 1, en LAS 3, en LAS 2, en LAS 3. Donc c'est aussi l'avantage de pouvoir étaler ça. Par contre, il faut s'attendre quand on est en LAS à faire plus d'années avant d'être admis en deuxième année de pharmacie, de kiné, etc. Et la dernière particularité que je rajouterais sur les LAS, c'est que certaines LAS ne donnent pas accès à tous les métiers. Et c'est ça, il faut bien faire attention sur Parcoursup. Il y a certaines LAS qui vous donnent accès à médecine, pharmacie, mais pas à dentaire, par exemple. Et d'autres LAS plus spécialisées, pharmacologie, etc., vous donnent beaucoup accès à pharmacie, pas à kiné, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, tandis que pour les PASS, vous avez tous les métiers accessibles, généralement. Oui, allez-y Alain. Excusez-moi, mais il y a encore une petite chose à rajouter aussi par rapport au PASS. C'est que la LAS, elle sert aussi de redoublement pour les étudiants de PASS. C'est-à-dire les étudiants de PASS qui n'ont pas réussi vont être basculés en LAS 2. Et on s'aperçoit, in fine, que les étudiants qui arrivent en deuxième année de la LAS sont, pour l'essentiel, des étudiants qui sont d'abord passés par la PASS. Et ils ont la possibilité, parce que si on rate le PASS, on peut pas redoubler, c'est fini. Donc en passant par la LAS, ils ont ensuite la possibilité de retenter leur chance au concours? Oui, ils ont le droit encore à une chance, soit en LAS 2, soit en LAS 3. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été décidé et qui a été bien décidé, je trouve, c'est de permettre d'avoir une deuxième chance, c'est-à-dire pas un redoublement franc, mais une deuxième chance. Sauf que on s'aperçoit avec les résultats que finalement c'est quand même un redoublement déguisé. Ça revient exactement au même. À l'université de Paris l'année dernière, 90% des étudiants qui sont passés en deuxième année par rapport à la LAS
étaient des étudiants qui arrivaient de la passe. Ah ouais. Voilà, en LAS 2, je parle, parce qu'en LAS 1, à l'Université de Paris, vous avez quand même des places. Ouais. Mais si vous prenez par exemple la Sorbonne, pour passer en médecine, en LAS 1, il y a 3 places. Toutefois, il y a une réalité quand même, c'est que là, comme ça, du coup, avec votre discours, on peut se dire, ah bon, bah la solution, c'est effectivement de faire ça, de choisir le pass, et puis après, si on rate, de faire la LAS. Pardon ? C'est ça ? Et j'ai cru que j'avais dit une bêtise. Et par contre, on voit aussi que le pass est très, très demandé, que c'est une formation qui est plus sélective que la LAS, c'est ça ? Alors oui, elle est très demandée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la LAS... Alors on peut vouloir lui trouver tous les avantages qu'on veut, mais la LAS, elle a surtout permis aux facultés de vider leurs étudiants des premières années. Voilà, en les remettant dans d'autres filières. J'entendais parler de la diversité des profils, effectivement, c'était le but au départ. On s'aperçoit aussi qu'à la dernière conférence des doyens, les doyens se sont aperçus au bout de 4 ans que pour faire des études scientifiques, il fallait avoir un profil scientifique. Et ils parlent de remettre en cause justement cette diversité des profils. Donc ils ont surtout vidé les facs. Quand on voit que par exemple Paris 5, Paris 7, qui étaient 2 facultés, à L2, elles avaient pratiquement 6000 étudiants en première année. Maintenant, ça devient l'université de Paris-Cité, ils sont plus que 1900. Tous les autres, ils vont passer par la LAS. Donc quand on n'est pas sûr et certain de vouloir basculer dans des études de santé, qu'on est hésitant ou qu'on a eu que ça, oui, la LAS, c'est très très bien. Quand on est persuadé de vouloir absolument aller en médecine et qu'on a un profil scientifique au départ, il vaut mieux essayer de passer par la passe, même si c'est quelque chose de sélectif. Donc vous, Blandine, vous êtes passée par le pass. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours, comment ça s'est passé et donner quelques conseils éventuellement pour expliquer comment maximiser ses chances de réussite ? Alors, moi, personnellement, je sortais d'un bac S, donc c'était encore le système des bacs S. J'ai fait mon pass, j'avais pris une option, une mineure sciences du langage, qui m'allait très bien parce que du coup, ça me permettait de ne pas faire de physique, matière qui n'était pas mon grand fort au lycée. Et donc, j'ai fait mon année de pass. Ça s'est très bien passé. Enfin, personnellement, je l'ai très bien vécu, mais ça demande une régularité énorme et d'avoir vraiment sa méthode de travail. On prend un peu de temps à la trouver, mais vraiment le mot clé de la passe pour moi, du pass, pardon, c'est l'organisation. C'est d'avoir des plannings, lister ses cours, mettre des dates, etc. Et puis moi, il y a ce que j'ai compris en fait après, en arrivant en deuxième année, c'est le système du tutorat, donc que je connaissais pas du tout avant d'accéder à ma première année. Et en fait, avec les tutorats, il y a un accompagnement donc des étudiants des années supérieures pour les étudiants qui sont en première année, qui a un accompagnement à prix coûtant. Et donc, moi, j'en ai pas bénéficié pendant ma passe parce que c'était pas un système que je connaissais. J'étais passée par une prépa privée, ça s'était très bien passé aussi. Et donc, j'ai découvert un peu ce système plus tard. Et en fait, c'est quelque chose qui aide énormément en passe personnellement, et le gros conseil aussi que j'ai à donner, c'est en fait d'être au contact d'étudiants dans les années supérieures parce que ça donne vraiment un boost d'énergie, on récupère plein de conseils et on arrive à se projeter, et en fait plus on se projette dans ses études aussi, plus on est motivé pour y arriver, et ça redonne de la force. Donc moi ça a été ça mon parcours, et vraiment l'organisation, mais en même temps pas oublier sa santé mentale, et s'entourer d'étudiants qui l'ont fait, qui l'ont vécu, qui comprennent ce que c'est. C'est quand même toujours un gros coup de boost qui aide beaucoup pendant sa première année. Merci beaucoup. Vous le disiez, Blandine, vous êtes passée donc par une prépa privée. Il y a évidemment ce système de tutorat, alors que vous connaissiez pas, mais effectivement qui est très répandu dans les universités. C'est, comme son nom l'indique, en fait, de pouvoir bénéficier d'un tutorat pendant sa première année, ce qui est très pratique parce qu'effectivement, c'est une grosse charge de travail. Moi, j'aimerais savoir, en fait, je m'adresse à vous deux, messieurs, est-ce que faire justement passer par une prépa privée quand on fait ces études de médecine, enfin en passe ou en LAS, est-ce que c'est toujours aussi indispensable ? Alors personnellement, bien sûr, je fais partie d'une prépa privée, donc je suis un peu subjectif, mais personnellement, je pense que
Étant donné la charge de travail, étant donné le nombre de cours, c'est-à-dire que j'ai calculé à peu près cette année, vous avez entre la rentrée de la faculté et le premier concours du semestre 1 environ 100 jours pour travailler, et vous avez, selon les facs, entre 90 et 120 chapitres à prendre. Donc l'objectif d'une prépa privée, c'est de vous aider, tout comme le tutorat d'ailleurs, et les deux sont complémentaires. À mon sens, ils ne sont pas du tout opposés non plus. Une prépa privée va vous donner aussi les méthodologies de travail, des enseignants qui vous encadrent, qui vous font des TD, des concours blancs. Tout va dépendre, à mon sens, de l'autonomie de l'élève de base, de sa capacité à travailler avant, parce qu'on a plusieurs profils d'élèves. Il y a souvent des très très bons élèves au lycée qui ont 18, 19, mais qui ont de grandes facilités et qui n'ont jamais appris à travailler. Et c'est pas eux forcément qui réussissent. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent travailler, c'est ceux qui connaissent la méthode et qui ont la motivation de le faire. Quelqu'un qui a toujours eu 20 de moyenne sans travailler, généralement arrive en médecine et de façon un peu désabusée. Donc l'objectif, c'est de les encadrer, de les pousser là-dessus. Et la complémentarité tutorat, prépa privée, en termes d'entraînement, en termes d'examen, de concours blanc, est à mon sens essentielle parce qu'aujourd'hui, à la faculté fait des cours excellents, avec des PowerPoint, des vidéos, etc. Mais ça s'arrête là. Et le tutorat va aider et les prépas privés vont aider. Donc vraiment, l'objectif, il est de vous pousser au mieux possible. Alain, vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Bon, alors pour revenir sur votre mot indispensable, il n'y a rien d'indispensable dans la vie. Hein. Il y a des gens qui passent aussi sans des prépas privés. Par contre, c'est sûr que quand on tombe sur une prépa privée, il y a prépa privée et prépa privée, il faut faire aussi un petit peu attention. Il y a effectivement, s'il y a une qualité de cours, ça aide forcément. Maintenant, quand on est en première année, il y a beaucoup de travail, on sort du lycée, le lycée ne prépare pas aux études supérieures, le lycée prépare à passer le bac. Voilà. Donc derrière, effectivement, il faut avoir de l'aide. Ça peut venir des prépas, ça peut venir du tutorat, ça peut venir des prépas et du tutorat. D'ailleurs, mais de toute façon, il faut aller chercher de l'aide. Et voilà, donc il faut. Chacun fera comme il a envie de faire et comme il le sent, et selon ses moyens aussi, parce que prépa privée veut dire aussi que c'est payant et qu'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Donc c'est en ça aussi que le tutorat apporte aussi certaines choses, même si après on n'est pas sur le même niveau forcément d'enseignement. Malgré tout, voilà, il faut pas renier les deux. Nous, je sais que chez nous, et je pense que chez mon confrère c'est pareil, on fait très attention par exemple au call du tutorat où on laisse ce créneau horaire pour que nos étudiants puissent y aller. Voilà. Et ça se passe comment en termes d'horaire en fait, quand on fait une prépa privée, ça dure combien d'heures par semaine ? Environ 8 heures par semaine, c'est 2 demi-journées par semaine. On va revenir sur les cours essentiels de la fac, bien entendu. L'accompagnement, il se fait aussi sur tout ce qui est fiches, exo, enfin tout un tas de choses. Après, il y a des examens blancs, donc qui vont nécessiter encore un certain temps. Ce temps n'est pas du temps supplémentaire de travail, puisque c'est du temps qui est fait pour comprendre. Donc c'est du temps de gagner sur le travail. C'est pas... Ça peut paraître peu, mais c'est quand même énorme. Quand même 8 heures de travail sur des cours essentiels, c'est quand même quelque chose d'énorme. Et je crois que le tutorat doit être une demi-journée par semaine, il me semble, dans la plupart des facs. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà. Et vous dans votre promo, par exemple, Blandine, il y en a beaucoup qui sont passés par le système de la prépa comme vous ? Oui, surtout dans les facs, parce que je viens d'une fac parisienne et c'est vrai que dans les facs parisiennes, il y a quand même une grande partie des étudiants qui sont passés par ce système de prépa privée. C'est pas forcément plus concurrentiel. Après, il y a certaines villes de France en fait où les prépas sont plus ou moins développées, où c'est plus ou moins on va dire la norme de prendre une prépa. Donc il y a des villes de France où vraiment en fait les prépas ne sont pas implantées et il y en a presque pas. À Paris, il y en a plusieurs, donc forcément il y a pas mal d'étudiants qui passent par là. Après, il y a quand même toujours des étudiants qui n'ont pas pris de prépa privée, mais quand même la majorité ils sont passés, ouais. Maxime, c'est quoi les qualités à avoir quand on est étudiant pour réussir justement ses études de médecine et en tout cas pour réussir sa première année ? Alors, les qualités, bien sûr, bon, je vais rien inventer à l'histoire, mais c'est vraiment, d'une part, la capacité à s'organiser,
à faire des plannings de travail, à se tenir au planning de travail, c'est-à-dire sans être trop ambitieux, parce que parfois j'ai des élèves en début d'année qui arrivent et qui me disent je vais bosser 16 heures par jour, je vais apprendre 12 fiches par jour et faire 3 concours blancs. Ça passe pas ou ça tient 3 jours. Donc c'est la capacité à être réaliste et ambitieux, à savoir utiliser à bon escient tous les supports qu'ils ont, que ce soit le tutorat, une prépa privée. On a beau avoir tous les supports du monde, il faut savoir aussi les utiliser, les apprendre. Donc c'est la motivation, l'organisation et la capacité, selon moi, à anticiper le plus possible cette première année-là, c'est-à-dire à y réfléchir en amont, à ce que ça représente comme charge de travail, et à apprendre dès le secondaire et dès le lycée les méthodes du supérieur en faisant des stages ou des choses comme ça, mais en tout cas qui permettent justement d'anticiper sur les méthodes du supérieur. Pardon. Alain, des choses à ajouter? Non, c'est tout à fait ça. C'est vraiment une question d'organisation. En fait, le fait d'avoir été très bon au lycée ne garantit pas une réussite en passe ou en LAS. C'est vraiment sur les méthodes de travail, c'est vraiment sur la régularité, c'est vraiment sur l'implication au travail, c'est vraiment là-dessus que beaucoup de choses vont se jouer. Il y en a qui se rendent pas compte aussi de la charge de travail que ça... Ah, ça, la charge de travail, elle est démentielle. Je pense que c'est un des concours, si ce n'est le concours le plus dur de France, où vous apprenez énormément de choses. D'ailleurs, même sorti d'un stage de pré-rentrée, j'ai des élèves qui me disent on n'a même pas travaillé autant en terminale. Ils ont fait que 2 semaines. Voilà, vous allez ingurgiter énormément de données, énormément. Vous allez vous surprendre, vous allez surprendre vos parents. Voilà, c'est assez démentiel ce qu'on leur demande de faire, avec un temps toujours plus court, parce que on parlait de la PACES tout à l'heure en disant que la PACES était quelque chose d'anxiogène. La PAS est quelque chose de beaucoup plus anxiogène que la PACES. On a fait un essai, nous, cette année. On a fait des cours de relaxation, de gestion du stress. Et pourquoi c'est plus anxiogène, la PAS? Parce que déjà, le bac est plus anxiogène qu'avant. On s'aperçoit que le bac, déjà, la réforme du bac a créé déjà de l'anxiété chez les étudiants. Et là, cette réforme, elle est beaucoup plus anxiogène parce que déjà, au départ, il y a une sélection, que tout le monde n'a pas très bien intégré, que le fait de passer en LAS 2, pour beaucoup d'élèves, au départ, ils le prennent comme un échec, alors que c'est plutôt une chance, puisque ça va leur permettre justement de réaccéder à des études de santé, mais beaucoup le prennent comme un échec. Donc, et en se disant, je n'ai plus le droit au redoublement, donc on a maintenant plus de l'anticipation que du redoublement, c'est beaucoup plus anxiogène. La gestion du stress, quand on l'a créé, on s'est dit, oh bon, on va avoir 3-4 étudiants, nos séances sont pleines, on est obligé de faire des listes d'attente. Je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment très très anxiogène. Mais il faut pas le prendre comme ça. Il faut justement essayer de se décontracter un petit peu et de profiter justement de tout ce qu'on peut avoir comme atout autour de soi. On en a parlé. Et justement essayer d'être le plus impliqué possible, et les choses vont bien se passer, vous verrez. À la fin de cette année, elle aura été plus formatrice que destructrice. Vous l'avez vécu comment, vous aussi, votre année de PAS? Ça a été très stressant, effectivement. Et si oui, comment vous avez fait? Quels outils vous avez utilisés pour vous relaxer? Est-ce que vous avez organisé des temps de détente aussi? Alors, au final, moi, je m'attendais à très mal vivre cette année de PAS, et j'ai eu de la chance parce que je l'ai bien vécu, parce que je me suis fait quelques amis avec qui je travaillais. Et en fait, je me suis lancée dans cette année en me disant que je savais que c'était très important, que je fasse attention à ma santé mentale, que je tienne toute l'année, que c'est vraiment, qu'on nous le dit toute l'année, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, je me suis bien entourée. J'avais des bons amis qui m'accompagnaient. J'allais à la bibliothèque avec eux. J'avais gardé une activité sportive que je pratiquais toutes les semaines. Donc ça me permettait aussi de voir mes amis que je connaissais du sport au passage. Donc ça me faisait toutes les semaines une sortie où je faisais vraiment autre chose. Ça, c'est très important à garder, je pense, d'avoir un certain rythme. J'ai beaucoup d'amis qui, pendant leur première année, se gardaient tout leur samedi soir et leur dimanche matin sans travailler. Et en fait, les moments où on se dit je ne travaille pas, c'est des moments pendant lesquels il ne faut pas travailler. Il faut vraiment en profiter pour se reposer. Et donc vraiment, ce qui m'a permis justement d'aussi bien vivre mon année, ça a été de me dire que rien n'était plus important que ma santé mentale, et que, de toute façon, si je voulais réussir mon concours, il faudrait que je sois en état d'y aller au moment du concours. Donc, c'est moi ce qui m'a permis de tenir vraiment toute l'année, et je pense que c'est très important à prendre en compte
quand on commence ces études-là, j'avais de la chance parce que ma famille, personne n'avait fait médecine dans ma famille, mais du coup, c'était un peu, tout le monde voulait m'aider, voulait m'accompagner, et donc j'avais beaucoup de soutien, etc. Pas de pression, et je pense qu'en fait, la pression qu'on se met tout seul dans notre tête à ce moment-là est vraiment suffisante, et donc il faut à côté s'entourer de ses amis, de sa famille, et d'être dans un cadre en fait assez serein quand on travaille. Il y en a qui crament leur énergie dès le début, Maxime? Oui, oui, il y en a qui dès le début lâchent. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parfois parce que ça leur plaît pas au final, parce qu'ils se rendaient pas compte des matières qu'il y avait, et pour eux, médecine, c'était on va faire de la pneumologie, de la cardiologie dès la première année. Alors que la première année, c'est des maths, de la physique, des biostatistiques, de la chimie, du classique du lycée à un niveau supérieur, et des nouvelles matières qui sont parmi les plus aimés, hein, anatomie, histologie, embryologie, pharmacologie, sciences humaines et sociales, qui est ma matière aussi, qui est pas la plus aimée, mais que la philo, c'est sympa aussi. Et oui, il y en a qui, dès le premier mois, lâchent. Très clairement, et c'est pour ça qu'il y a besoin, et là je rebondis parce que c'est très très important, en termes de santé mentale, de soutien, d'où qu'ils viennent, c'est souvent du soutien familial, hein, mais du soutien de la part d'amis, du soutien de la part de familles éloignées, du soutien de la part du tutorat, des prépas, des profs, etc. Il y a vraiment un besoin de ne pas être tout seul pendant 1 an à travailler sur des fiches. C'est impossible, on ne tient pas et c'est inhumain. Et c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est uniquement un travail solitaire et qui commence comme ça et qui, au bout d'1 mois, 2 mois, lâchent très rapidement. C'est quoi vos conseils pour maximiser ses chances justement sur Parcoursup d'être pris en passe? Alors, pour être pris en passe, le conseil maximum, alors c'est vraiment au niveau des spécialités, je pense, premier élément. C'est quoi les meilleurs? Alors, les meilleurs pour passe, hein, là, je ne parle pas des LAS, hein, mais pour passe, on reste sur du classique physique, chimie, SVT, maths, avec la possibilité en terminale de faire physique, chimie, SVT, option maths complémentaire, qui est souvent le combo le plus pris, ou physique, chimie, maths, option maths experte. Parfois, certaines personnes qui aiment moins la SVT abandonnent la SVT en terminale pour 2 raisons. Parce que déjà, ça dévaloriserait leur bac. Et pour la deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de géologie, d'histoire des volcans et de la Terre, etc. Et que ça, en première année de médecine, on ne voit pas. Voilà, donc c'est vraiment le combo. Par contre, si on part des LAS, là, toutes les options sont ouvertes. Vous êtes d'accord avec ça, Alain? Oui, je suis d'accord avec ça, mais malgré tout, il y a quand même des grands secrets sur la façon dont les facs vous choisissent. Vous pouvez être dans le même lycée, même classe, et tout d'un coup, la personne qui a 12, elle est prise, et la personne qui a 16, elle est pas prise, on ne sait pas pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a des quotas. Il y a des quotas, par exemple, de boursiers, des quotas de hors secteur, des quotas, voilà. Et donc, ce qui fait que vous n'êtes pas pris forcément par rapport à vos notes, même si c'est important. Vos spécialités, vos notes, ce sont des choses importantes, mais parfois, il y a des mystères. Vous, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous dans votre dossier? J'avais des très bonnes notes au lycée, donc je pense que ça a joué en ma faveur. J'avais des bonnes notes sur les matières scientifiques. Et en fait, j'avais surtout un dossier qui globalement était assez homogène, avec plutôt des bonnes notes partout. Enfin, j'avais pas trop de matières vraiment faibles. Et c'est un peu une théorie comme quoi, du coup, sur des étudiants qui auraient les mêmes notes en maths, ils vont regarder des notes dans d'autres matières. Enfin, je ne sais pas trop, mais j'avais quand même un profil assez typique de la bonne élève. Donc, sur Parcoursup, en tout cas, ça s'est bien passé pour moi. Donc vous, Blandine, vous êtes étudiante en médecine, en 4e année, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, une fois que la passe est passée, nous raconter un peu vos débuts justement en tant qu'étudiante en médecine? Qu'est-ce que vous avez vu? Éventuellement, si vous avez eu des stages, comment ils se sont déroulés? Alors du coup, après la première année, on commence donc on se lance dans la 2e année. 2e année, en fait, on va étudier vraiment tout ce qui est le fonctionnement du corps humain. Donc, on n'est pas encore vraiment dans les maladies, les pathologies, mais vraiment l'anatomie, la physiologie, etc. C'est vraiment une année pendant laquelle on pose des bases. C'est une année qui est beaucoup moins dure, clairement, que la première année. Ça, c'est pris en compte par les facultés. Il y a un peu
ce côté où après la première année, après avoir vécu quelque chose de quand même assez dur, assez intense, on a une deuxième année qui est beaucoup plus tranquille, avec un stage infirmier et un stage de sémiologie. Donc on a 2 stages à l'hôpital pendant la deuxième année, ce qui est super parce qu'en fait, du coup, on se rend directement compte de l'environnement dans lequel on va aller et on met un peu tout de suite une application un peu concrète à des choses qu'on a pu apprendre. Après, on a la 3e année où donc on commence un petit peu à faire de la pathologie, à apprendre vraiment comment fonctionnent certaines maladies. Et on est là, c'est très variable en fonction des facultés. Donc il y a des facultés où on a beaucoup de stages en 3e année, des facultés où on en a beaucoup moins. Mais globalement, on découvre aussi quand même beaucoup le domaine de l'hôpital dès la 3e année. Et après, 4e, 5e, 6e année, on est externe, donc à mi-temps à l'hôpital. Donc en stage, soit pendant journée complète sur la moitié de l'année, soit tous les matins toute l'année. Et donc là, on est vraiment, on se rend vraiment compte du monde dans lequel on va évoluer. Et c'est là qu'on apprend nos premiers gestes, on réalise des mots d'observation pour nos patients, on se balade, on a nos stéthoscopes, nos blouses et on est vraiment lancé dans le vif du sujet. Donc ça commence dès la 4e année. C'est quoi qui vous a plu le plus pour le moment? Alors, c'était découvrir l'hôpital. En fait, je m'attendais à ce que ce soit, je m'attendais à ce qu'on soit un peu lâché seul dans la nature. Et en fait, au final, en arrivant à l'hôpital, enfin, c'est peut-être aussi une chance que j'ai eue, mais en stage, j'ai toujours été très encadrée, très accompagnée, et on a la chance d'avoir en fait souvent d'être plusieurs promotions dans les mêmes terrains de stage à l'hôpital. Et du coup, on a un peu cet encadrement, encore une fois, par les pairs, donc les étudiants des années supérieures, qui nous encadrent aussi en stage, des internes qui nous encadrent en stage, qui ont vécu ce qu'on a vécu il y a pas si longtemps que ça. Et donc, en fait, vraiment, le fait que ça se fasse petit à petit, on commence en stage infirmier. Donc déjà, on découvre un peu le métier d'infirmier aussi, qui est hyper important à connaître pour les étudiants en médecine. Et en fait, les stages, on nous donne graduellement de plus en plus d'autonomie, de plus en plus de responsabilités. Et donc, il y a un accompagnement qui est vraiment progressif et on apprend à trouver sa place à l'hôpital qui est assez chouette. Et il y a quand même une grande solidarité déjà entre les étudiants en médecine. Donc, rien que pour la vie associative aussi, tout ce qu'il y a à côté des études en médecine, c'est quand même très, très enrichissant. Et donc, oui, il y a eu cette découverte de l'hôpital qui, bien sûr, était très excitante. Et à côté, cette vie étudiante associative où on fait beaucoup de rencontres, où il y a beaucoup d'entraide. Et donc, c'est quelque chose de très agréable à découvrir. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans la salle? Oui, alors, merci beaucoup. Bonjour, Oui, j'ai bonjour. une question par rapport aux spécialités et à Parcoursup. En fait, ma fille a quelques soucis en maths, elle a pris maths expert, et elle se pose la question d'abandonner parce que ce qui devait être un avantage pourrait se tourner pour elle en inconvénient par rapport aux notes et aux dossiers. Est-ce que vous pensez que pour Parcoursup, c'est bien qu'elle s'accroche et qu'elle conserve cette option? Alors, pour maths experte, la possibilité d'abandonner est totalement ouverte. Autant option maths complémentaire, je vous aurais dit on l'abandonne pas et on s'accroche et on bosse. Autant maths expert n'est pas très valorisé sur les dossiers Parcoursup médecine. Par contre, s'il y avait eu un doute entre ingénieur médecine, là, il fallait la garder. Par contre, maths experte, vaut mieux l'enlever et pas dévaloriser le dossier et garder physique, j'imagine physique, chimie, maths, voilà, et garder juste ça et se concentrer sur ça à fond et valoriser le dossier Parcoursup. Je pense que oui, en tout cas, c'est pas négatif de l'enlever, totalement. Bonjour, j'ai une question par rapport aux spécialités également. Si on n'a pas pris SVT ni en première ni en terminale, est-ce que c'est impactant? Enfin, parce que je suis avec maths physique à GGSP et je compte garder juste maths physique avec maths experte. Alors, ce ne sera pas éliminatoire par rapport aux facs. J'ai beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait de SVT. Les facs, elles vont regarder au moins une spécialité scientifique. Voilà, ce sera minimum une. Si on a deux, c'est bien. Ils savent que vous êtes obligé d'abandonner quelque chose. Donc, de toute façon, si tu gardes les deux autres spécialités scientifiques, ça marchera très très bien. Voilà, SVT, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas fait de la SVT. Voilà. Est-ce que vous pourrez expliquer c'est quoi la différence entre interne et externe? Oui, alors du coup, les étudiants en médecine, on est externe de la 4e à la 6e année. Donc là, c'est un statut un petit peu particulier. Donc c'est un statut d'étudiant hospitalier
où donc tu es encore étudiant mais stagiaire à mi-temps à l'hôpital. Donc un externe a quelques responsabilités mais peut pas encore prescrire d'ordonnance, etc. N'est pas encore officiellement diplômé. L'internat, en fait, c'est ce qui se passe après la 6e année. Donc, on a le concours qui donne accès à l'internat. L'internat, c'est le 3e cycle des études de médecine. Et donc là, on est vraiment employé de l'hôpital. On est à 100% de notre temps à l'hôpital. Il y a encore quelques cours un petit peu pour les internes et des thèses à passer. Donc, les internes sont diplômés, ne sont pas encore docteurs avant d'avoir passé leur thèse. Et donc, on est interne pendant 4 ans minimum. Ça peut aller jusqu'à 6 ans d'internat. Et donc là, on est à temps plein à l'hôpital. Quand vous dites que c'est entre 4 et 6 ans, ça se décide comment? Ça varie en fonction des spécialités. Aujourd'hui, la spécialité on a par exemple la médecine générale, c'est une spécialité qui dure 4 ans. Alors que, par exemple, la chirurgie, surtout si on prend une surspécialisation, on peut en avoir pour 6 ans d'internat. Donc ça dépend de la spécialité. Bonjour. Pour se donner le plus de chances sur Parcoursup, est-ce que vous conseillez du PASS et du LAS ou que du PASS ou que du LAS? Merci. Alors, pour avoir le plus de chances sur Parcoursup, il faut des deux. En sachant qu'en Île-de-France, il y a une particularité, c'est que quand vous faites un vœu pour tous les PASS d'Île-de-France, ça vous compte qu'un seul vœu, ça vous décompte qu'un seul vœu sur Parcoursup. Donc dans tous les cas, vous mettez, c'est ce qu'on appelle un vœu multiple, dans tous les cas, vous mettez tous les PASS d'Île-de-France avec potentiellement toutes les mineures possibles pour vous donner le plus de chances. Et de vous doubler ça de quelques LAS en faisant par contre super attention, là cette fois-ci, à la majeure prise. Parce que si vous faites une majeure, on parlait tout à l'heure, sciences du langage en mineur, qui est une matière qui plaît beaucoup aux élèves, mais que vous faites ça en majeure et que vous êtes nul en français, globalement, la grammaire, la phonétique et la psycholinguistique, ça va être compliqué. Donc, par contre, quand vous choisissez des LAS, il faut vraiment faire très très attention à la majeure choisie pour qu'elle corresponde au profil de l'élève et à ce qu'il aime, parce que s'il aime pas ce qu'il fait, ça marchera jamais. Surtout qu'en LAS, dans la plupart des facs, les notes de majeurs disciplinaires vont compter aussi dans le classement après et dans l'admission ou non en 2e année de médecine, de pharmacie, etc. Donc il faut mettre les deux avec tous les PASS et potentiellement, même si là du coup la localisation joue beaucoup, vous pouvez mettre d'autres formations hors Île-de-France. Là après, il y en a quand même assez peu qui acceptent là-dessus si vous résidez en Île-de-France. Il y a quelques facultés nationales qui acceptent, mais par exemple si vous voulez Lyon ou Marseille et que vous venez d'Île-de-France, vous avez 0% de chance de les avoir. Est-ce qu'à partir de la 2e année de médecine, le niveau de difficulté et la charge de travail baissent? Alors, pas tant que ça, non. La 2e année, en effet, c'est une année qui est quand même beaucoup plus tranquille que la première. Après, ça s'intensifie graduellement pour la 3e année. Et ensuite, c'est vrai que quand on est externe, le rythme de l'externat est quand même assez dur. On est en stage à mi-temps, donc genre, vraiment la moitié de l'année, on est en stage et le reste du temps, on a beaucoup de connaissances à emmagasiner. Et le concours qui donne accès à l'internat, donc le concours qui se déroule pendant la 6e année, c'est quand même très très dur. Et c'est vrai que en fait, la première année, c'est pas forcément la plus dure, non. C'est celle où il y a le plus de pression. Voilà. La 2e année, la charge de travail est égale. Mais on est formé parce que la première année est très formatrice. Et en 2e année, pour passer, il faut avoir 10. Voilà. Alors qu'en première année, il faut être meilleur que les autres. Donc c'est la pression qui fait la différence entre la première et la 2e année. Mais la charge de travail, elle diminue pas. Hein. D'autant que maintenant, les écrits qu'il y avait en 6e année se passent en début de 6e année et plus en fin de 6e année. Donc tout ce qu'il y avait à apprendre a été mis sur les années précédentes. Bonjour, vous évoquiez pas mal d'élèves qui passaient par le PASS et 90% n'aboutissaient pas et passaient en 2e année de LAS. Est-ce que ça passe de nouveau par Parcoursup dans le choix de la 2e année de LAS? C'est un autre processus administratif, comment on est sélectionné, voilà. Alors, au niveau du processus administratif, imaginons l'élève n'a pas ce qu'il souhaite en fin de première année de PASS, mais a validé sa mineure et sa majeure, donc généralement à 10. L'élève passe directement avec la faculté, donc n'a pas besoin de refaire Parcoursup pour ça. Par contre, les facultés conseillent très fortement en cours d'année, à l'ouverture de Parcoursup janvier-février, de refaire un dossier Parcoursup avec d'autres demandes, au cas où l'élève ne réussisse pas le PASS tout court et ne l'est même pas validé. Et du coup, là, dans ce cas-là, ils peuvent passer en première année de licence.
et redemander l'année d'après un accès santé si cette licence le permet. Donc là, c'est encore plus compliqué, mais globalement, si vous avez validé votre année de passe, vous passez en interne avec la fac. Exactement. D'où l'importance de la mineure. Parce que si vous avez une mineure qui ne vous passionne pas, vous allez en deuxième année de licence de cette mineure. On prend par exemple l'exemple des lettres. C'est vrai que les lettres, par exemple à la Sorbonne, c'est plus facile quand vous avez une mineure lettres de la valider. Mais si vous ne passez pas en deuxième année, que vous allez en deuxième année de l'AS, vous allez en deuxième année de l'AS de lettres. Justement, est-ce qu'il y a un accompagnement pour cette réorientation potentielle? Parce que j'imagine que quand on est en P1, on n'a pas du tout le temps de penser à se réorienter. Donc comment l'anticiper, le gérer? Alors, pour ce qui est de l'inscription sur Parcoursup, c'est un petit peu dur psychologiquement, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à ça et que c'est dur en fait de prévoir une réorientation. Après, ça vaut le coup de prendre le temps de le faire. En général, on fait un peu un truc un petit peu bâclé quand même par rapport à ce qu'on avait pu faire l'année d'avant. On reprend aussi les mêmes lettres de motivation. Donc, c'est vrai que comme on a fait tout le dossier l'année d'avant, là, il y a quand même moins de choses à faire. C'est bien de pouvoir avoir de l'aide. Je sais que moi, personnellement, ma mère m'avait beaucoup aidée pendant ma première année. Elle était beaucoup impliquée dans ma réinscription sur Parcoursup. Voilà. Et puis après, pour le passage de la PASS vers la LAS, il y a un accompagnement des facultés qui explique dans tous les cas comment faire la demande, etc. Et justement, pour refaire Parcoursup, je sais que nous, et le tutorat aussi aide là-dessus, on le fait en individuel avec des élèves qui ont peur de ne rien avoir, etc. Et là, on les accompagne toujours sur la recréation. Alors, la recréation du dossier, c'est pas ce qui prend le plus de temps, c'est de réfléchir à ce qu'on va y mettre dedans comme veut. J'ai souvent des élèves qui choisissent du coup des formations paramédicales pour s'assurer une place en IFSI pour les écoles d'infirmières, en école de psychomotricité, d'orthopsie, etc. Ça va souvent là-dedans. J'ai des élèves qui me disent en fait je suis super fort en maths, je vais faire ingénieur si jamais je l'ai pas. Donc globalement on a ça et généralement quand un élève vient de PASS, fait un dossier et demande des IFSI, des écoles de psychomotricité, etc. Le taux d'admission est très très élevé, il n'est pas de 100% mais presque. Donc c'est souvent ce qu'on conseille aussi puisqu'en plus on reste dans la même veine que la médecine et que la santé en général. Alors, on va prendre une ou deux dernières questions parce que le temps file. Mais je vous laisserai ensuite donner le micro à madame et puis on vous écoute. C'était pour savoir, faut à peu près avoir combien de moyenne dans les spécialités pour intégrer une école de médecine? Alors malheureusement, oui, ma réponse va être la même que celle d'Alain tout à l'heure. Il n'y a pas de régularité et c'est vrai, Parcoursup garde une part d'obscur là-dessus et j'ai vu des élèves à 16 de moyenne ne rien avoir et des élèves à 13-14 avoir tout ce qu'ils souhaitaient. En général, bien sûr, il faut avoir la moyenne. Là, la particularité de cette année, c'est qu'il y a le changement des dates du baccalauréat. Des épreuves de spécialité qui mettaient en avril, mars, avril et qui passent en juin. Donc là, comment ils vont prendre en compte ça que sur le contrôle continu, etc. C'est encore le flou. En gros, en moyenne, un élève qui a au moins 13-14 a des chances de passer, d'avoir quelque chose. Mais ça reste très irrégulier quand même. Alors, quand on s'embarque dans les études de médecine, par exemple, si ma fille veut faire pédiatre, c'est à partir de quelle année on choisit? Comment ça se passe? Alors, le choix de spécialité se fait en fin de 6e année. Donc, en fait, de la première à la 6e année, donc il y a la première année dont on parle depuis tout à l'heure. Et en fait, après, c'est très général. Donc, on va faire de la pédiatrie, mais on va tout voir. On fait de la pneumologie, on fait de l'entéro-gastro-entérologie, de l'hépato-gastro-entérologie, de la cardiologie, etc. On balaye vraiment, en fait, un petit peu toutes les spécialités médicales. On apprend la base de tout. Et à la fin de la 6e année, donc il y a un nouveau concours. Il y a un concours à nouveau sur tous les étudiants, cette fois de 6e année de France, qui passent le concours les uns contre les autres. Et là, en fonction du classement, du coup, on choisit une spécialité dans une ville. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on choisit notre spécialité. Et puis, s'ensuit l'internat, du coup, dans la spécialité qu'on a choisie. Oui, on n'est pas sûr de pouvoir avoir la spécialité qu'on veut. Par exemple, il y a des spécialités comme la chirurgie faciale et reconstructrice qui sont très dures à avoir. Il y a des spécialités comme la psychiatrie ou la médecine générale qui sont plus simples à avoir. Donc, on est un peu sûr de pouvoir les avoir dans tous les cas. Mais du coup, ça dépend en effet de notre classement à la fin de la 6e année.
C'est déjà la fin de la conférence. S'il y a des questions supplémentaires, je pense que ces trois invités seront ravis d'y répondre à côté. Mais voilà, on enchaîne avec une conférence sur les études d'infirmiers. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous invite à rester. C'est dans 10 minutes. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention et bonne fin de salon. Les conférences du Figaro étudiant.